Oui, au lendemain de ces événements dramatiques à Paris, Michel Vacaloulis est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes philosophe et sociologue. Vous enseignez les sciences politiques à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Je signale d'ailleurs votre dernier livre, sorti au début de cette année, Du pouvoir vertical au pouvoir partagé. C'est aux éditions d'Atelier. On peut dire que c'est un livre au cœur de l'actualité. Alors, vous avez vu, bien sûr, ces images de violence, de guérilla urbaine hier à Paris. Quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé hier ? D'abord, on a du mal à nommer ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est un mouvement qui ne peut pas être saisi avec les outils traditionnels de l'analyse politique. C'est un mouvement qui est irruptif, c'est un mouvement qui a une fulgurance et en même temps... mais pas nécessairement imprévisible. Non, pas imprévisible, mais comme Chevèle l'avait souligné hier, c'est une sorte de synchronisation des mécontentements sur le fond d'une faible croissance au cours des 20-30 dernières années qui contraste avec la croissance des 30 glorieuses, de la période 45-75, grosso modo. Alors, vous ne mettez pas tous les gilets jaunes dans le même panier, parce qu'il y a manifestement des casseurs, mais il y a aussi des gilets jaunes qui sont vraiment en détresse profonde et qui avaient un message à faire passer. Comment faire la part des choses ? C'est difficile, en ce moment, en quelque sorte, de dessiner une sociologie précise des acteurs de la mobilisation. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un mouvement interclassiste. Il y a des retraités, il y a des salariés, il y a des professions libérales, mais tous ces gens-là se vivent comme des non-privilégiés. Comme des gens, en quelque sorte, qui ne sont pas audibles politiquement et même parfois culturellement et a fortiori au niveau territorial. Ce ne sont pas des exclus, parce qu'autrefois, on a essayé de faire une configuration de l'antagonisme en France en disant il y a des gens qui sont dedans et les gens qui sont dehors. Là, c'est des gens qui sont dedans, qui sont des inclus d'une certaine manière. Mais qui ont peur de devenir des exclus. Mais qui ont peur d'être déclassés et de devenir des exclus et qui n'arrivent pas à la fin du mois à joindre les deux bouts. Et évidemment, la colère s'exprime à travers une mobilisation qui est tout à fait étonnante, étant donné qu'il n'y a pas une tradition militante parmi ces personnes-là, il n'y a pas une organisation préexistante pour structurer les mobilisations, et du coup, il y a beaucoup de petites actions, de petits groupements affinitaires qui se connaissent sur une base, qu'ils habitent dans le même lieu, et qui prend la forme de tâtonnement, évidemment, à travers des actions collectives plus ou moins emblématiques, comme les blocages. Alors, on peut se poser la question, en tout cas certains se la posent, est-ce que le gouvernement français, selon vous, pourrait avoir l'envie de laisser pourrir la situation ? Ça pourrait être une tentative de laisser pourrir la situation, mais je ne pense pas que ça sera la bonne réponse et la bonne solution. Plus globalement, j'ai l'impression que ce mouvement n'est pas réabsorbable dans le fonctionnement canonique du champ politique, des institutions politiques. Justement, vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. On voit bien que, par exemple, les partis politiques, les syndicats sont complètement hors jeu. C'est aussi une caractéristique de ce mouvement. Même les élus territoriaux, dans une certaine mesure, même s'il y a des tentatives de nouer le dialogue entre la frange des gilets jaunes mobilisés et les élus territoriaux. Et pour les partis politiques, il y a des interventions systématiques et ça fait partie du jeu démocratique, de la représentation politique institutionnelle. Par contre, ce qui m'étonne beaucoup, c'est un peu le silence ou un certain retrait des organisations syndicales par rapport à cette conflictualité qui, d'une certaine manière... Comment vous l'interprétez, ce retrait ? Bon, il y a évidemment des prises de position, par exemple de la part de la CFDT qui veut à la fois que ce mouvement ne dérape pas et en même temps accompagner la transition énergétique et écologique. Un syndicat plus réformateur. Un syndicat plus réformateur. Mais traditionnellement, les deux grandes confédérations syndicales comme la CGT, CGT Force ouvrière, qui font de la question du pouvoir d'achat un champ de bataille prioritaire, on ne les entend pas beaucoup. Et même la manifestation hier de la CGT était plutôt la manifestation qu'on fait depuis 12 ans, le premier dimanche du mois de décembre, de la Fédération des chômeurs et des précaires. Inaudible, évidemment. Inaudible par rapport à ce qui se passe. Alors, je pense que les syndicats, justement parce qu'ils sont des structures plus ou moins institutionnelles, ont du mal à digérer une initiative citoyenne qui
qui commence par les réseaux sociaux, mais qui a une sorte d'activisme très physique, parce qu'il faut s'imaginer ce que c'est se lever 6 heures du matin, sous la pluie, dans le froid. C'est un exercice militant. Grande motivation. Ouais. Grande motivation, effectivement, très physique. On a l'impression que Emmanuel Macron voulait faire rentrer dans le jeu, puisqu'on a appris cet après-midi que le président Macron demandait au Premier ministre de réunir les chefs de partis représentés au Parlement, ainsi que les représentants des manifestants. Donc déjà, il veut réintroduire les partis politiques dans le jeu. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse suffisante? Non, ce n'est pas une réponse suffisante, parce qu'il faut donner des gages à ce mouvement-là, comme quoi non seulement il écoute, mais en même temps il est capable de négocier et de faire des concessions d'une certaine manière, sans avoir du grain à moudre concret. Par exemple, le gel de la hausse des carburants qui est prévu pour le 1er janvier. Il devrait annoncer ça, d'après vous? À minima, je pense qu'il faut faire un geste dans ce sens-là. Sinon, s'il reste plus ou moins vertical dans son positionnement, il n'y a pas seulement un problème de sensibilité démocratique, parce que justement, il faut passer au pouvoir partagé, mais c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas réaliser une transition écologique dans un pays contre un peuple ou contre une population qui se sont complètement marginalisées. Encore une question qui est peut-être un peu difficile, mais qui pourrait nous emmener loin. Est-ce que vous faites un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, décembre 2018, et mai 68? Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de convergence des luttes entre les ouvriers, les étudiants et les gilets jaunes? Je pense que c'est très difficile de faire de telles comparaisons. On risque d'abord de tomber dans une sorte d'anachronisme. Aujourd'hui, on a une situation tout à fait particulière. La mondialisation néolibérale qui produit des effets papillons qui peuvent avoir des effets imprévisibles est déjà en route. On est face à la révolution numérique. On a des nouvelles formes d'individualisme et en même temps, on a besoin du collectif. Je pense aujourd'hui, le problème qui se pose... Et justement, le problème qui se pose, c'est que toute une série de couches se sentent marginalisées. Il faut les introduire à la fois dans le jeu économique, dans la vie réelle, et puis dans le jeu politique. Sans un geste dans ce sens-là, on risque non seulement de vivre une crise sociale, mais une crise politique, voire une crise institutionnelle. Merci Michel Bakalolis. Je rappelle votre dernier livre, Du pouvoir vertical au pouvoir partagé, aux éditions de l'Atelier.